Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog. Cette fois-ci, on va faire tout simple parce que aussi, confinement oblige, je ne peux pas bouger, vous emmener dans mon quotidien. Donc mon quotidien, c'est d'être ici et de travailler comme la plupart d'entre vous. Vidéo un peu spéciale du coup aujourd'hui. Cette vidéo sort, on est le 1er mai, c'est l'anniversaire du podcast, c'est l'anniversaire de Young, Wild and Freelance. Ça fait 1 an que j'ai lancé ce nouveau format. Et pour tout vous dire, quelle année, ça a été absolument incroyable, très intense, plein d'apprentissage, plein de rencontres de dingue. Franchement, ça a été assez fou et je me sens très chanceux d'avoir pu vivre cette aventure. J'ai énormément de gratitude pour mes invités, pour vous les auditeurs et les gens qui regardent cette chaîne YouTube aussi. Franchement, ça a été une aventure de dingue, donc j'avais envie de célébrer ça avec l'article qui est sorti. J'ai écrit un article de plus de 8000 mots qui retrace toute mon aventure, toute mon année, où je partage absolument toutes mes réflexions, tout ce qui s'est passé sur le podcast. Donc je ne sais pas si tu l'as lu encore, mais je t'invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil parce que enfin voilà, je suis plutôt fier de cet article et je partage beaucoup de choses dedans. Donc va lire l'article. Et dans cette vidéo, du coup, pour aller plus loin que l'article, j'avais aussi envie d'avoir un format un peu plus interactif, où je réponds à toutes les questions que m'ont posées les auditeurs via les différentes manières dont j'ai récolté les questions. Donc je les ai notées ici dans mon ordinateur, et je vais répondre à ces questions une à une pour, encore une fois, être totalement transparent et répondre à toutes les questions que tu peux te poser sur le projet de Young, Wild and Freelance, mais aussi sur comment développer un podcast, quelles questions se poser, etc. On verra que toutes les questions qui sont là, elles ont un rapport forcément avec le projet podcast et comment vous pouvez aussi monter un podcast. Donc si tu as un projet de podcast, peut-être caché dans un tiroir quelque part, écoute bien ce qui va se dire par la suite. Donc je commence, c'est parti. La première question, c'est une question de Margot. Et Margot, elle demande comment est-ce que tu as préparé le podcast avant de le lancer ? L'identité que tu lui as donnée, comment tu as préparé les questions que tu as envie de te poser, etc. Et du coup, pour te répondre, Margot, la première chose que je peux dire, c'est que en fait, j'écoutais déjà, et j'ai écouté beaucoup de podcasts différents, et beaucoup d'épisodes aussi. Et je pense que cette consommation continue de ce format, sous plein d'angles différents, avec des podcasts anglais, américains, en France, un peu de partout dans le monde, ça a beaucoup nourri ma connaissance de ce format et aussi, surtout, mes intentions. En fait, j'ai vu des choses que j'aimais, j'ai vu des choses que j'aimais moins, enfin, entendu des choses que j'aimais, entendu des choses que j'aimais moins. Je me suis posé beaucoup de questions parce que pendant tout ce temps, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais avoir un podcast, moi aussi, j'aimerais avoir un format comme ça un jour. Et du coup, dans chaque épisode, ouais, je captais un peu les choses, quoi. Et ensuite, à partir de là, quand j'avais vraiment décidé de me lancer, la première chose que j'ai fait, c'est de poser par écrit toutes mes intentions. Je me suis dit, ok, oui, j'ai envie de faire un podcast, mais à quoi je veux qu'il ressemble ce podcast ? C'est quoi mon intention avec ce projet ? Parce que le podcast en lui-même, c'est pas une finalité. J'avais envie de partager des choses, donc j'ai pris beaucoup de temps et j'ai écrit plusieurs pages sur mes intentions et ce que j'avais envie de communiquer avec ce podcast. Et ce que je voulais que les auditeurs retiennent, quelle empreinte je voulais laisser après chaque épisode. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que j'ai envie de faire transparaître. Et c'est ça qui a donné naissance à l'identité qui va derrière, à toutes les questions que je pose, à la construction, la structuration des épisodes. J'en parle plus dans l'article d'ailleurs. Et ouais, voilà, en fait, avant de me lancer directement dans les interviews, j'ai pris pas mal de temps pour avoir une compréhension et une vision globale du projet dans sa globalité, c'est-à-dire le projet qui va au-delà de l'heure d'interview partagée chaque semaine, mais vraiment dans quoi ça s'ancre, quelle posture j'ai envie d'avoir, etc. Et ouais, pendant ce temps-là, une des questions que j'ai le plus apprécié me poser à ce moment-là, c'était effectivement ce que je disais juste avant, quel impact j'ai envie d'avoir sur les auditeurs pendant l'interview, mais aussi entre les différents épisodes de podcast. Parce que mon enjeu, comme je le dis dans l'introduction et dans tous les épisodes de podcast, mon enjeu, c'est d'accompagner les indépendants dans le développement de leur activité et qui se posent les bonnes questions et qui passent à l'action.
Donc ça se passe pas que sur 1 heure de podcast. Et donc j'ai vraiment réfléchi à comment je peux permettre au podcast de dépasser les frontières de l'interview et de l'heure de discussion. Et c'est notamment ça qui m'a amené à un de mes concepts phares dans le podcast, qui est la question de fin d'épisode, la question que mes invités ou que je pose aux auditeurs pour qu'ils prennent toute la semaine derrière pour réfléchir, ancrer cette question, trouver leur alignement avec et passer à l'action dessus. Comme ça, au final, le podcast, il dépasse les murs de l'interview et il a vraiment un impact au-delà de ça. Et puis ensuite, ce que je peux te dire aussi sur ma manière de potentiellement préparer les épisodes, parce que je sais pas si tu entends par le podcast global ou les épisodes, je me laisse souvent porter par ma curiosité, les questions que j'ai vraiment envie de poser à l'invité pour comprendre et aller plus loin dans leur histoire et dans ce qu'ils ont raconté. Donc je me laisse pas mal porter par ma curiosité et de me demander, ok, où est-ce que j'ai envie d'en savoir plus et qu'est-ce que je pense va apporter le plus de valeur aux auditeurs. Ensuite, la deuxième question, c'est une question de Nicolas. Elle est un peu plus technique, celle-là, j'ai essayé d'organiser question globale et plus technique. Celle-ci, c'est: est-ce qu'un podcast connaît un gain de trafic organique dans le temps ? C'est-à-dire que plus ça fait longtemps que le podcast existe, plus naturellement le nombre de personnes qui l'écoutent va se développer. Et est-ce que c'est un peu comme c'est le cas sur une vidéo YouTube, par exemple ? C'est ça la question, Nicolas. Pour te répondre, Nicolas, alors je pense que j'ai pas encore assez d'ancienneté pour vraiment pouvoir te le dire. Je pense qu'on le voit plus sur une échelle plus grande que1 an. Mais du coup, ma réponse, c'est un peu oui et non. En fait, d'une part, forcément, plus le temps passe, plus tu es régulier et tu sors d'épisodes, et j'en parle dans l'article notamment. Je pense que le fait que j'ai commencé avec 1 épisode par semaine, ça a donné un bon rythme pour ça. Mais plus tu avances et plus tu as d'audience et de gens qui écoutent, plus il y a du bouche à oreille et plus ils en parlent à d'autres personnes et plus ça avance et ça fait un peu un effet boule de neige. Par contre, si tu n'as pas l'audience pour débuter, forcément cet effet organique il s'estompe un peu dans le temps. Donc ça c'est plutôt la partie oui, mais la partie non, c'est qu'en fait de ma compréhension de comment fonctionne le discovery de podcast, surtout sur les plateformes de podcast, parce qu'après il y a l'effet réseaux sociaux, etc. Mais ça c'est de la communication, il faut communiquer sur le projet évidemment. Mais la partie discovery sur les plateformes de podcast, comme sur Apple Podcast par exemple, de ce que j'en comprends, c'est que les classements, etc. sont plutôt régis par les notes que reçoivent les podcasts. Donc on peut mettre des notes, on peut mettre de 0 à 5 étoiles. D'ailleurs, si tu n'as pas fait ça, je t'invite vraiment, et je serais ravi pour l'anniversaire du podcast que tu ailles mettre une note de 5 étoiles sur Young World of Freelance. Mais ouais, de ma compréhension, c'est ça en fait qui régit les choses. C'est plus tu as de notes, plus tu apparais haut dans les classements sur les recherches dans ta catégorie. Ou alors, il faut que tu sois pertinent, presque comme du SEO, mais du référencement naturel, mais dans la plateforme. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on tape freelance, mon podcast, c'est le premier à ressortir parce que c'est dans nom, c'est dans ma description. Donc il y a aussi cette référence-là. Mais je pense que j'ai pas assez de recul sur le plus long terme pour te dire si... et il n'y a pas assez de données aussi, ça c'est un autre truc, c'est comme les podcasts, en tout cas la nouvelle vague de podcasts, parce que les podcasts c'est vieux comme le monde, mais la nouvelle vague entre guillemets de plein de créateurs qui se mettent à faire des podcasts, c'est assez neuf entre guillemets encore. L'analyse et les mesures statistiques et les données, c'est pas encore ultra développé, donc j'ai pas encore assez de matière pour te dire si oui ou non ça vient de l'organique ou de ce machin ou de machin. C'est dur à mesurer pour l'instant. Donc réponse un peu oui, non, et je botte en touche pour ta question. Je suis désolé Nicolas. La prochaine question, on revient sur une question de Margot. Margot, elle avait plein de questions, il y en a 2 à la suite là. Et c'était, on dit souvent que pour créer du contenu de qualité, il faut d'abord créer du contenu tout court, et que de toute façon, les premiers articles qu'on écrit, personne ne les lit, et donc c'est pas grave si c'est mauvais. Et Margot me demande si je pense que c'est la même chose pour un podcast. Et du coup, ma première réponse à ça, c'est j'aime beaucoup cette phrase qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et personnellement, dans la progression du podcast, au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis à 39 épisodes enregistrés, enfin 39 épisodes publiés, 41 enregistrés. Et j'ai vu une énorme courbe de progression, que j'en parle aussi encore une fois dans l'article, mais entre le premier épisode et les derniers épisodes qui datent de là à l'instant,
j'ai vu une énorme courbe de progression sur tous les différents facteurs, autant sur ma capacité à être un bon intervieweur, à bien préparer les épisodes, à bien communiquer dessus, à bien trouver les bons angles éditoriaux, etc. J'ai vu une énorme progression. Mais ce qui est drôle, c'est que Margot, du coup, elle disait qu'elle était remontée au premier épisode, elle avait l'impression que tous les ingrédients y étaient déjà. Et donc oui, j'ai passé beaucoup de temps à le préparer, ce podcast, et l'idée avec moi depuis longtemps. Donc le concept en lui-même n'a pas forcément changé, mais il y a plein d'ingrédients qui ont changé, qui font que déjà rien que personnellement, j'ai l'impression d'avoir une énorme courbe de progression. Donc je dirais que oui, on a une grosse courbe de progression et on devient de meilleur en meilleur parce que c'est naturel au final par l'expérience de devenir meilleur. Par contre, là où je pense que c'est important, notamment avec le podcast, de veiller à ça, c'est l'expérience d'écoute. Dès le premier épisode, il faudrait, je pense que c'est vraiment important de miser sur l'expérience d'écoute et pour que ce soit appréciable pour l'auditeur. Et je le vois avec mon podcast, par exemple. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui le découvrent et j'ai l'impression que leur réflexe, c'est d'aller écouter le tout premier épisode. Aujourd'hui, le premier épisode de Young, Wild and Freelance, il a plus de 8000 écoutes. C'est l'épisode le plus écouté de plus de 1000 et quelques écoutes d'ailleurs. Et je crois que ouais, le deuxième, il est à 7000 et quelques. Puis ensuite, ça descend à 6000. Enfin, c'est le plus écouté d'assez loin. Oups. Et je pense que c'est un réflexe des gens d'aller écouter le premier. Donc si le premier épisode est mauvais ou n'a pas une aussi bonne qualité d'écoute, forcément, ça peut mener à ce que les gens ne vont pas écouter plus loin, quoi. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête quand on se lance. Puis la question que posait Margot après, c'est un peu plus technique du coup, et je reviens sur une question plus technique, c'est comment j'ai choisi mon matériel et la manière dont j'allais enregistrer les choses. Et est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur le domaine du son? Donc déjà, disclaimer, je ne suis pas du tout un ingénieur son et j'y connais pas non plus énormément de choses à part ma maigre expérience de m'être lancé dans un projet de podcast. Mais ce que je dirais là-dessus, c'est en fait dès le début, je savais que la manière dont je voulais enregistrer mes épisodes, c'était en présentiel, donc c'est-à-dire moi et la personne dans la même pièce, pas à distance comme certains podcasts le font ou comme j'ai été contraint de le faire avec le confinement. Donc ça, je savais ça. Ce qui a du coup nécessairement eu un impact sur mon choix de matériel. Mais finalement, j'ai pas passé tant de temps que ça à faire des comparatifs, à choisir le bon matériel, etc. J'ai été assez rapidement dans ma prise de décision. J'ai pris un micro que je savais que d'autres personnes utilisaient, qui s'appelle le Blue Yeti. C'est un micro beaucoup utilisé par les youtubeurs aussi. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, il y a assez de gens qui l'utilisent pour que ce soit quali, et j'avais pas envie de perdre du temps à aller creuser, machin, et trouver des excuses d'ailleurs en le faisant, et chercher plein de différents micros, quoi. Donc j'ai été assez vite là-dessus. Si je devais réfléchir à ce que j'aurais aimé savoir dès le départ sur le sujet, parce que je pense que c'est ça ta question, je me dis que j'aurais aimé plutôt qu'on me prévienne sur l'importance de l'environnement. Ça m'est arrivé d'enregistrer des épisodes dans des lieux qui n'étaient pas du tout bien adapté, où il y avait de l'écho. Par exemple, je me souviens d'un exemple particulier qui était assez drôle. J'étais au dernier étage d'un immeuble à Paris et il y avait un Velux, enfin une vitre, quoi, un skylight. Et il s'est mis tout d'un coup à pleuvoir super fort et il y avait de la grêle. Et du coup, ça faisait un bruit énorme et j'ai dû complètement arrêter l'épisode en plein milieu. C'était l'épisode 31 avec Pauline Tréquesser au début, parce que c'était juste le bordel en fait et on n'entendait plus rien. Et ça, c'est pas le genre de choses qu'on imagine, de se dire alors, faut pas que j'aille au dernier étage d'un immeuble parce qu'il y a un Velux. Donc je pense que c'est plutôt ces questions-là de dire prends un environnement et enregistre tes épisodes dans un environnement qui s'y prête vraiment et qui est vraiment bien pour ça, quoi. Je pense que c'est ça l'apprentissage que j'aurais aimé avoir au début et que j'avais pas. Donc, parce que finalement, si l'environnement est foireux de base, même avec un super micro, ça rendra dégueulasse. Donc je pense que c'est plutôt ça à privilégier et à prendre le premier micro qui semble bon ou dont d'autres personnes parlent, et ça suffit amplement, et au pire du pire, on change plus tard, quoi. Ensuite, j'ai deux questions de Thomas, je crois que c'est deux Thomas différents d'ailleurs, je suis plus sûr, mais j'ai plusieurs questions de Thomas. La première, c'est comment est-ce que j'ai décidé de la durée et du format. Et du coup, encore une fois, je reviens au début de ma réponse avec Margot. J'avais envie d'un format qui était assez long, et en même temps pas si long que les gens allaient décrocher et pourraient pas avoir un temps de concentration assez poussé sur la chose.
Il y a plein d'études qui montrent que les temps de concentration d'un être humain moyen sont variables, mais sont pas non plus ultra extensibles. Et comme mon enjeu avec le podcast, c'était que ce soit un vrai outil de travail, j'ai vraiment réfléchi à me dire comment est-ce que dans la journée d'un freelance et d'un indépendant, presque il peut caler un temps dans son agenda pour se poser, écouter mon podcast, prendre des notes et travailler sur le sujet en question. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, bon, c'est grosso modo 1 heure qui peut être dédiée à ça, dédiée à l'apprentissage ou au travail de fond sur son activité dans une journée. Je pense que c'est plus rare les gens qui prennent des grosses périodes de 2 heures là-dessus, en tout cas pour écouter un podcast et travailler. Peut-être qu'ils font 1 heure le podcast et 1 heure pour travailler derrière, mais en tout cas, dédié à l'écoute, je me suis dit que 1 heure, c'était ma cible idéale. Donc il y a des épisodes qui font plus, il y a des épisodes qui font moins, mais en gros, à chaque fois, je me disais, je veux pas que ce soit trop long sur des temps genre de 2 heures ou 3 heures qui obligent à écouter en plusieurs morceaux, même si c'est intéressant d'écouter en plusieurs morceaux. Mais voilà, c'est ça un peu les réflexions qu'il y avait derrière. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est ta deuxième question du coup Thomas, c'est est-ce que je fais des recherches sur l'interviewé pour préparer un épisode où j'y vais pas du tout en mode YOLO. Du coup évidemment j'en fais beaucoup des recherches parce que comme j'ai ce temps de 1 heure, j'ai envie que toute la période de 1 heure soit dédiée à fond à un équilibre entre réflexion et passage à l'action. Donc j'ai pas envie de perdre, entre guillemets, perdre du temps. Bien sûr, on n'en perd pas sur une conversation intéressante, mais quand je dis perdre, ça veut dire traiter des sujets que mon invité a déjà traités dans d'autres podcasts, dans des interviews ou par ailleurs, ou sur son site même, parce que souvent c'est le cas. Donc j'essaie de vraiment prendre le temps d'aller voir tout ce que la personne a dit et fait sur Internet, ou pas sur Internet si j'ai pu. Souvent j'appelle mes invités avant et on a une discussion auparavant. Mais j'essaie de voir tout ce que la personne a fait, tous les endroits où elle a pris la parole, pour voir les angles qui ont déjà été travaillés et essayer de faire sortir un nouvel angle dont la personne n'a pas forcément l'habitude de parler, ou en tout cas avec une nouvelle approche, pour que ce soit un épisode complètement différent de tout ce qu'elle a déjà fait. Et c'est d'ailleurs un retour que j'ai souvent de la part de mes invités, où ils me disent « Ah, c'est cool, je m'étais jamais vraiment exprimé sur ce sujet par cet angle-là. » Du coup, c'est toujours une discussion intéressante pour eux aussi, parce qu'ils répètent pas la même chose, quoi. Donc c'est une vraie conversation. Donc ouais, je fais beaucoup de recherches justement pour ça, mais je me repose pas que sur mes recherches et mes questions, parce que je laisse aussi émerger la spontanéité et la sérendipité de la discussion, parce que forcément il y a des choses auxquelles je peux pas être prêt et des échanges que je peux pas anticiper, quoi. Donc c'est pas non plus calibré à la lettre et à la minute près, c'est pour entrer par un angle précis et ensuite voir ce qui s'y passe. Et ta troisième question, Thomas, je me semble que c'était tout toi, c'était quelles sont toutes les différentes étapes par lesquelles je passe de l'invitation jusqu'à la diffusion de l'épisode sur les réseaux sociaux. Et il y en avait beaucoup trop. Du coup, ce que j'ai fait pour te simplifier la vie, c'est que juste en dessous, tu peux télécharger une checklist. En fait, j'ai fait un PDF que vous pouvez tous aller télécharger, d'ailleurs, pas que Thomas. En description de la vidéo, vous trouverez ça. Un lien pour aller voir et télécharger la checklist où je liste absolument toutes les étapes par lesquelles je passe, depuis le moment où je trouve un invité intéressant jusqu'au moment où je diffuse l'épisode sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous avez toutes les étapes pour votre projet de podcast aussi, à suivre de manière super simple. Et si vous les suivez à la lettre, c'est sûr que vous allez y arriver. Donc juste à suivre toutes ces étapes, ça se télécharge juste en dessous dans la description. Ensuite, j'ai une question de Sonia. Sonia me demandait, plutôt sur l'axe side project du coup, comment est-ce que je vis le fait de développer ce podcast à côté de mon activité de freelance? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, moi aussi j'ai mes propres clients avec qui je travaille tous les jours et j'accompagne pas mal de projets en ce moment. Donc c'est un side project, encore une fois, comme elle le dit. Donc comment je le vis, comment est-ce que ça m'a fait grandir de mener ce side project? C'est une question intéressante. Les opportunités que ça m'a emmené, mes conseils pour mener son side project de la bonne manière à côté et de manière sereine. Et toujours y trouver du plaisir, même quand ça décolle. Et ça, c'était un sujet important dans l'article d'ailleurs dont je parlais. Pour la faire courte, je pense que ce podcast, c'est un des projets les plus nourrissants que j'ai mené de ma vie. Forcément, il fait partie pour moi, ce projet, de tout ce que je fais sur la pédagogie pour les freelances, parce que, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle Surf en Freelance,
qui est fou, où je me sens tellement à ma place et c'est dingue la gratitude que j'ai pour ça, pour mes autres formations aussi. Si vous êtes là à regarder les membres de la formation Construire ses offres, je vous embrasse aussi, merci pour votre confiance là-dedans. Parce que ça aussi, j'ai énormément de gratitude. Enfin bref, tout ce que je fais sur la pédagogie pour les freelances, que ce soit en conférence, en formation en ligne, en accompagnement, en mentorat, ou au travers de ce podcast, ou de ces vidéos YouTube, c'est les projets les plus nourrissants de ma vie, et franchement, c'est assez dingue de les mener, et du coup, c'est pour ça que ta question plaisir, elle est marrante, parce que tous les matins, sans aucune exception, à part, je crois, une fois, j'en avais parlé dans la newsletter, mais tous les matins, j'ai juste une seule envie, c'est de m'asseoir à mon ordi et de me poser la question, comme tous les jours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de nouveau pour contribuer encore plus pour les freelances qui me suivent et pour tous les indépendants de France. Et cette question, elle m'anime tellement, elle me donne la flamme. Tous les matins, j'ai trop envie de me dépasser pour ça. Donc cette partie plaisir, au final, quoi qu'il arrive, elle reste, même dans les fluctuations. Et il y a un moment donné où c'est là des moments où j'ai décidé de passer de un épisode par semaine à faire des saisons. J'en parle dans l'article. Et je me demandais, je me disais en fait, si je continuais à entre guillemets me forcer, mais en tout cas dans cette course de sortir un épisode toutes les semaines, il y a un moment donné où je vais plus avoir l'énergie et je vais perdre en qualité. Alors que justement, comme je le disais, ma question tous les matins, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus et pour aller plus loin, de manière plus qualitative et plus dans le fond pour servir les indépendants et les freelances. Donc baisser en qualité, c'était un no-go total pour moi. Donc c'est pour ça que je suis passé en mode saison, pour avoir des temps de pause où je peux vraiment prendre du recul et avoir cette réflexion-là qui me parlait de manière hyper importante. Donc ça, c'est peut-être une clé pour les side projects, c'est de se dire comment je dois réguler et faire évoluer mon organisation là-dedans pour durer sur le très long terme. Parce que c'est que sur le très long terme, moi je vois ça sur 5 ans, voire même 10 ans, c'est là où il y a les plus grands résultats et ça apporte le plus de bénéfices. Donc pour ça, c'était obligatoire pour moi de passer en mode saison plutôt que d'être un épisode par semaine tout le temps. Donc ça, et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est tout cet ensemble de projets, ça me porte tellement de gratitude pour 2 raisons différentes. La première, c'est les discussions que j'ai avec les invités sur ce podcast, c'est des discussions hors du temps. Je trouve ça tellement rare de nos jours d'avoir 1 heure entière où on a éteint tous nos appareils, nos téléphones, etc. et où on est 100% dédié à la personne qui est de l'autre côté de la table et en face du micro. 100% à son écoute. Et la seule chose qu'on fait, c'est être assis et écouter l'autre personne. Et ça arrive très rarement, je trouve, de nos jours et dans notre société d'avoir ça. Et je veille à l'avoir de plus en plus, même avec mes amis. Mais du coup, c'est toujours des moments super précieux pour moi, ces échanges que j'ai, parfois même avec des gens que je ne connais que du podcast, ou en tout cas c'est la première fois que je les rencontre pour de vrai, et on a toujours des questions, des échanges super profonds. Et du coup, j'ai énormément de gratitude pour ça, je trouve ça dingue. Et la deuxième raison, c'est de mener ce projet, le sentiment de contribution que j'ai, la sensation de contribuer que j'ai, comme j'en parlais tout à l'heure, elle est incroyable. Et elle me donne tellement d'énergie, elle me rend tellement heureux de faire ça tous les jours que c'est assez ouf. Donc ouais, ça me donne une flamme intérieure qui est assez folle, quoi. Et ensuite, pour répondre à la partie de ta question sur les opportunités, Sonia, cette partie de la question-là, finalement, je me rends compte que, évidemment, j'ai de plus en plus d'opportunités sur tout ce que je fais dans la pédagogie freelance, la pédagogie pour les freelances du fait du podcast, parce que bien sûr, ça me positionne, ça me montre toute l'immensité des choses dont j'ai envie de parler et la valeur que je peux apporter aux freelances. Je partage toutes mes réflexions, enfin voilà, ça met au monde ce que j'ai envie de partager, donc bien sûr ça me positionne et ça m'apporte des opportunités là-dessus, mais finalement presque ce qui est le plus important, enfin pas important mais intéressant, c'est que ça m'apporte aussi des opportunités ailleurs, parce que même avec mes clients en freelance, qui n'ont rien à voir avec les choses dont je parle dans ce projet, quand ils voient ma régularité, la réussite de ce projet, ma capacité à me dépasser pour ça et mon implication,
forcément, ça les rassure et ça crée plus de confiance entre mes clients et moi parce qu'ils se disent, si Thomas il est autant dédié à ce projet-là et qu'il y met autant d'attention et ça apporte ce résultat-là, mais il y a des choses qu'il a compris et cette dédication-là, ça a un effet sur tous mes autres projets, quoi. Donc ça crée des liens de confiance avec mes clients qui sont d'autant plus forts, ce qui fait que j'ai de plus en plus de facilité à travailler avec des clients pour qui j'ai vraiment envie de travailler. On me met de moins en moins souvent en concurrence avec d'autres freelances, même si, tu le sais sûrement, si tu écoutes le podcast, je ne crois pas vraiment à la concurrence. Mais enfin voilà, ça m'apporte plein d'opportunités et ça m'ouvre des portes que je pensais pas que ça m'ouvrirait de faire un podcast sur le freelancing. Donc ça, c'est assez intéressant, ce sujet-là. Et sur les conseils pour mener à bien son side project, je sais pas si ce que je dirais là-dessus, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu la métaphore dont je parle souvent et qui me vient de Marie avec qui j'ai créé un surf en freelance, qui est la métaphore du chiot excité, où en gros l'image d'un chiot à qui on jette des croquettes et comme il est tellement excité le petit chiot, il court après une croquette mais il va pas la manger parce que dès qu'on a lancé la deuxième, il court après la deuxième. Donc l'image, c'est de dire, ce chiot excité, il adore lancer des projets, commencer des nouvelles choses et il est excité par ça, mais il va jamais au bout des choses. Donc le risque avec les side projects, c'est que finalement, on se fasse dévier de nos projets centraux et des choses importantes, parce qu'on est excité par la croquette que ça représente et on peut sauter de side project en side project et jamais rien créer sur le long terme. Je reviens sur cette notion de long terme qui est importante. Mais du coup, ça, c'est le risque que je vois. Et donc, à l'inverse, ce qu'il faut réussir à faire, c'est effectivement bien choisir dans quoi on s'engage, bien se poser la question de est-ce que je suis prêt à me lancer là-dedans sur du long terme et pas le faire pendant 3 mois parce que ça m'excite l'idée. Donc cette notion d'engagement long terme, elle est importante. Mais une autre clé que je trouve intéressante là-dessus, c'est de construire la cohérence globale des choses. Parce que finalement, mon projet principal, et la manière dont je parle de ce que je fais de manière ultra simple et caricaturale, c'est je suis le freelance qui parle et aide d'autres freelances, qui parle aux freelances et qui aide d'autres freelances. Et dans ce sens, c'est tout à fait naturel pour moi d'avoir une activité de freelance avec mes propres clients et de créer du contenu, comme le podcast, pour les autres freelances. Et finalement, les deux font partie de mon projet principal quelque part. Parce que j'ai réfléchi et j'ai voulu construire cette cohérence globale où je me disais, moi j'ai pas envie d'être un énième coach pour freelance, un énième mentor ou accompagnateur de freelance qui ne fait que ça. Moi j'ai envie d'être freelance parce que c'est le métier que j'aime, que j'ai construit et le mode de vie qui me va et que j'adore. Et j'ai envie de prendre toute cette expérience-là, tout ce que j'apprends sur le terrain, tout ce que je teste sur mon propre business, toutes les clés que je trouve sur le terrain, dans la boue, comme toi et comme vous tous qui regardez, en train de tester des choses et d'essayer d'apprendre à comment est-ce qu'on développe une activité d'indépendant. Et tout ce que j'apprends, je le prends et je le partage. Pour que toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui suivent la chaîne YouTube, qui sont dans mon newsletter, puissent apprendre de ça et l'appliquer à leur propre business, quoi. Et c'est ça la vision de ce que j'ai envie d'être au quotidien. Donc finalement, c'est plus tant un side project parce qu'il y a une cohérence globale. Donc pour toi aussi, si tu as une activité principale et un side project, je t'invite à réfléchir à c'est quoi la cohérence globale que je donne à tout ça pour que finalement ça soit presque un seul et même projet. Et la dernière question du coup, qui est celle de Géraldine. Géraldine me demandait comment est-ce que je choisis mes invités. Et c'est une question intéressante parce qu'elle revient souvent dans les questions qu'on peut poser aux podcasteurs. Il y a plusieurs parties à la réponse, mais la principale pour moi, c'est presque au fil de l'eau en fait. La sérendipité et les heureux hasards de la vie. J'ai pas un plan d'épisodes et de sujets incroyablement précis sur les 3 saisons à venir. Ma manière de faire, c'est à chaque début de saison, dans ma pause, je me dis c'est quoi mon intention avec cette nouvelle saison et où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'emporter les auditeurs, où est-ce que je veux les emmener avec moi. À partir de là, je commence à réfléchir un peu aux nouveaux sujets que j'ai envie de traiter, que j'avais pas traité jusqu'alors ou que j'ai envie d'approfondir avec un nouvel angle. Quand j'ai posé ces sujets, s'il y a des noms d'invités qui me viennent en tête, je les note. Mais souvent, ce qui se passe aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire je vais rencontrer quelqu'un
que je connaissais pas auparavant, parce que c'est difficile, il n'y a pas trop de méthodes pour aller trouver des freelances, parce que les freelances sont pas souvent ceux qui se mettent le plus en valeur et qui communiquent le mieux sur ce qu'ils font. Donc souvent c'est au fil des rencontres, je rencontre quelqu'un, on discute, je trouve qu'elle a un angle super intéressant sur un sujet intéressant que j'ai pas traité sur le podcast. Je lui propose de passer, on trouve un angle ensemble, ou je trouve un angle après avoir écouté l'épisode, et souvent ça se passe comme ça, quoi. Donc c'est assez naturel finalement pour moi. Donc c'est soit je trouve un sujet, je me demande à qui je pense et avec qui j'ai envie de discuter de ça, ou alors je rencontre quelqu'un, ça match bien, je trouve qu'elle a une belle valeur à apporter à la communauté et aux auditeurs, et on fait un épisode et on avance comme ça. Et donc ouais, c'est assez naturel au final. On pourrait se dire qu'il y a j'en parle aussi dans l'article, il y a une approche super stratégique qui est, je pense, le secret le moins bien gardé de tous les podcasteurs, c'est de dire, faut que tu invites des gens qui ont déjà une grosse communauté, parce que comme ça, du coup, ça te fait en effet piggyback et tu profites de leur communauté, ils te découvrent, etc. Évidemment, ça marche, mais pour moi, la réflexion, elle a toujours été de se dire, je cherche la qualité de l'intervention en premier, je cherche le fait d'être pleinement au service des auditeurs en premier. Et si la personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai un bon feeling a une communauté, bah, tant mieux. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. Et finalement, il y a un truc que j'ai bien aimé observer aussi, que je vois de plus en plus au fur et à mesure du développement du podcast, qui me fait vraiment plaisir, et pour ça aussi j'ai une énorme gratitude, c'est les gens qui viennent sur Young, Wild and Freelance, ça leur attire aussi à eux des opportunités, parce que finalement je suis presque... Enfin, ce podcast, c'est quelque part aussi je perds mes mots, une caisse de résonance pour eux et leur activité. Donc souvent des gens qui font des choses brillantes et qui apportent une vraie valeur assez dingue à leur audience et à leurs clients. Ils passent sur le podcast et j'adore les discussions qu'on a derrière, parce qu'ils me disent c'est trop cool, il y a telle personne qui m'a écrit, ou j'ai reçu tant de messages pour me dire merci. Et ça aussi, je suis très heureux de pouvoir l'offrir aussi aux personnes qui passent sur le podcast. Donc, je suis content aussi quand c'est des personnes qui ont peut-être moins de visibilité. Et je veille aussi à ça, et d'avoir un équilibre entre des gens qui ont beaucoup de visibilité et des gens qui ont beaucoup moins de visibilité pour le coup, et qui sont pas connus, entre guillemets, dans l'écosystème freelance. Parce que pour moi, les bonnes idées, les bonnes pratiques, les bons apprentissages, les bons conseils, les belles leçons de vie, elles se trouvent partout. Et l'inspiration se trouve partout, et pas que dans les personnes qui communiquent énormément, ou qui sont des gens super connus, avec un grand rayonnement, quoi. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Géraldine, et j'espère que ça répond à vos questions à tous. Si vous en avez d'autres, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Écrivez toutes les questions que vous avez sur le fait de développer un podcast, sur Young, Wild and Freelance, sur la suite aussi de mon activité. Mettez tout dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre un à un. Toutes les réponses seront en commentaire, donc vous pourrez aussi voir les réponses aux questions des autres. Et en attendant, encore une fois, si c'est pas le fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aller lire l'article sur ce sujet-là, parce que il est bien fourni et ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et dans l'article, il y a aussi un extrait audio d'une conversation que j'ai fait avec mon pote Alexis, parce qu'il y a 1 an, c'est ensemble qu'on s'est lancé dans ce projet. Donc il y a aussi cet extrait audio dans l'article. Donc l'article, le lien est en description, encore une fois, pour que tu ailles le lire. Et sur ce, je te dis merci pour ta confiance et ton visionnage, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Ciao, merci encore.